Madame, monsieur, bonjour. C'est 3/4 d'heure d'évasion que le défi de la vérité de François vous offre aujourd'hui. Et croyez-moi, par les temps qui courent, c'est un véritable privilège. Dans ses yeux, combien de kilomètres de voyage aujourd'hui? 25 000 km à bicyclette, 25 000 km à pied, équilibre. C'est un écrivain à succès, c'est un conférencier, c'est un voyageur au long cours, auteur de plusieurs documentaires, là aussi, qui ont été traduits dans quasiment toutes les langues. Il a sillonné le monde et on va revenir bien sûr tout au long de cette émission sur ces différentes étapes. Il nous offre, en tous les cas, et vous verrez, très intéressant, une émission à montrer à vos enfants, car c'est une véritable leçon de vie. Alexandre Poussin, bonjour. Bonjour. Donc je parlais de vos succès en librairie, de vos livres traduits, et notamment un qui a marqué toute une génération, c'est bien sûr Africa Trek. Africa Trek, c'est une traversée à pied de l'Afrique, du sud vers le nord, avec votre femme, en tout cas celle qui est devenue votre femme, une épopée en tous les cas d'un autre temps. C'est comme ça qu'on peut le qualifier? Oui, parce qu'on était en plus dans les pas de notre première humanité. On arpentait le grand rift africain, donc le sous-titre du livre s'appelle Dans les pas de l'homme. Qu'est-ce que c'est que l'homme? Donc on a posé cette question à des tenants d'une science dure qui s'appelle la paléoanthropologie, et on remarque que la plupart des sites de fouilles paléoanthropologiques sont le long du rift. Donc comme des enfants, on a voulu d'un seul trait de crayon et d'une seule foulée relier tous ces traits. 14 000 km à pied pendant 3 ans. Oui. C'est une épopée, quoi. Voilà, l'homme est résolument un animal marcheur et marchand. On a été vraiment sélectionné par la nature pour marcher. Moi, la marche, c'était pas vraiment mon truc. J'aimais pas. Quand j'étais boy scout, le raid, c'est ce que j'aimais le moins. Le raid, c'est une partie du camp où on doit quitter le camp avec son sac à dos et marcher. Et j'aimais pas. La marche, ça n'a jamais été mon truc. Mais ce qui est extraordinaire là-dedans, c'est qu'au-delà de la quête des origines dont vous parlez, oui, c'est avant tout une quête de sens derrière tout cela, on imagine bien. Oui, parce que dans ce rift, on a voulu essayer de progresser dans ce qu'était la définition de l'homme, depuis la bipédie. Est-ce que ce primate qui s'érige et qui se met debout, c'est un homme? Non, pas tout à fait. Quand est-ce qu'il devient un homme? Est-ce que c'est quand il a un outil? Non, il y a des animaux qui utilisent des outils. Est-ce que c'est quand il a un outil du second degré, c'est-à-dire un outil pour fabriquer un outil? Alors là, oui, ça, aucun animal ne le fait. Mais ça suffit peut-être pas. Après, il y a le langage articulé. En fait, les scientifiques s'accordent pour dire que c'est le feu. Le feu fait l'homme parce que c'est la nourriture cuite. Et puis c'est déjà une maîtrise de la survie. Et puis il y a d'autres scientifiques qui disent non, il faut aller plus loin. C'est la croyance, le rituel, l'eschatologie, la vie après la mort, l'imagination, recréer le monde, donc la sépulture. Voilà, on ne laisse pas le corps des gens qu'on a aimés se faire bouffer par les animaux. Quand on enterre avec un rituel de passage, de voyage, c'est là qu'on est pleinement humain. Et ça se précise vers moins 100 000 ans. En fait, les Homo sapiens et les Néandertalensis ont eu tous les deux, à moins 100 000 ans, cette création, la sépulture. Alors revenons justement sur le concret de l'affaire à travers ce dénuement quasi le plus total, parce que techniquement, vous aviez quasiment rien. Il faut être léger dans ce type d'aventure, bien entendu. Le problème, c'était finalement l'eau, non ? Oui, il fallait être suffisamment léger pour couvrir une distance suffisante pour se donner la chance de rencontrer quelqu'un. Ça a l'air compliqué comme ça, mais en fait, c'est super simple. Quand vous avez 7 kilos sur le dos, vous êtes léger, vous faites 25-30 km par jour. Et donc là, statistiquement, c'est presque impossible de rencontrer personne en Afrique, même dans la zone sahélienne, même dans le désert. Alors que si vous avez 10 litres d'eau, vos boîtes de conserve, votre autonomie et 25 kilos sur le dos, vous faites 10 bornes, 15 bornes, vous êtes crevé. Et là, il y a des chances parfois que vous rencontriez personne. Donc, vous utilisez ce que vous avez dans votre sac à dos. Voilà, donc c'était une autre logique, nous, de légèreté, de fragilité, d'agilité, de furtivité, et c'est ce qui a fait qu'on a bien avancé, en fait. On faisait une moyenne de 30-36 km par jour, c'était musclé, hein. Alors finalement, la leçon de tout cela, c'est qu'on peut quasiment vivre de rien. D'amour et d'eau tiède. Mais finalement bénéficier de tout. Ou oui. Presque. Ah oui, on avait l'amour, on avait la joie, on avait l'accueil, on avait le soleil, on avait la liberté. Et cette liberté aujourd'hui, dont on parle beaucoup,
cette liberté, vous avez pu la mesurer, est vraiment source de joie quand on en prend conscience. Moi, elle est consubstantielle à notre nature et elle est consubstantielle à ma vie. Moi, je ne la conçois pas autrement. Par exemple, je n'ai pas de salaire, donc je n'ai pas de servitude, je n'ai pas d'obligation d'aller chez quelqu'un faire quelque chose. Je travaille tout seul chez moi et j'ai des revenus modestes, mais qui me permettent d'entretenir ce mode de vie. Voilà, je suis le prolétaire du voyage qui reproduit ma force de travail et de rêver et de me reprojeter à un autre coin du monde quand j'en aurai envie. C'est pas le moment pour l'instant, mais ça reviendra. Mais malgré tout, au-delà de l'argent, c'est véritablement un trésor que vous avez su emmagasiner comme ça au fil du temps. Je crois qu'on est tous faits pour ça. On n'est pas fait pour enrichir les autres. L'important, c'est de s'enrichir soi-même, de progresser spirituellement, humainement, et de partager ce trésor avec les autres. Voilà, c'est pas quelque chose. La vie, c'est pas quelque chose de solitaire. Mais c'est quand même un projet, quand on y réfléchit, qui confine parfois une forme d'insouciance, une forme d'inconscience. Quand on traverse l'Afrique à pied. Il y a un distinguo très important. On me dit, mais vous êtes inconscient d'être parti comme ça avec votre femme. Je dis non, insouciant, oui. C'est une insouciance cultivée, travaillée, réfléchie, mesurée, pensée, très calculée en fait. Et c'est pour ça qu'elle nous mène à bon port. Sinon on meurt. Sinon, on se fait avoir. C'est quand même l'Afrique, c'est quand même pas pour les rigolos. C'est pour ça qu'on l'a abordé en maturité. On était jeunes mariés, on avait 30 ans, on n'avait pas 18 ans. L'Afrique, c'est compliqué. Oui, mais justement, vous faites face à des imprévus constants. Tant mieux. C'est ça la force du voyage aussi. C'est ça l'aventure. C'est ça l'aventure. Ouais. Et donc, derrière tout cela, il y a forcément des choses à gérer au quotidien. Donc, vous pouvez tout programmer, mais malgré tout, vous êtes confronté à un inconnu. C'est ce qu'on aime. Moi, c'est mon côté boy scout incurable, toujours prêt, quoi. J'aime ne pas savoir. L'aventure, c'est laisser venir à soi le fatum, ce qui arrive, et être prêt pour le gérer. Voilà, c'est parer les coups. Si tout est prévu, on est toujours frustré parce qu'on est toujours déçu. On n'est jamais à l'heure au bon endroit, on n'est pas à l'endroit qu'on voulait. Les gens ne fournissent pas, entre guillemets, le service que l'on voulait. On est toujours contrarié. Alors que quand on est content de tout et heureux de tout, de ce qui arrive, et ben voilà, tout se passe bien. On peut vivre comme ça éternellement. Alors, on va parler de Madatrek, votre livre qui vient de sortir là, dans un instant. Mais on sent quand même dans vos yeux, dans votre regard justement, cette passion qui vous emplit et qui est extrêmement communicative. C'est un état d'esprit, c'est la curiosité. En fait, être curieux. Quand on est curieux, qu'importe le flacon, tout vous intéresse. C'est un vilain défaut, on dit aussi. À cultiver. Pour moi, c'est vraiment la première des qualités, c'est la curiosité. C'est celle qui nous anime, c'est celle qui nous fait partir, qui nous meut en fait. Ouais, c'est pour ça qu'on voyage pas beaucoup, mais quand on voyage, on part longtemps pour creuser un sujet. Donc, marcher dans les pas de l'homme, c'était très exigeant. Marcher 14 000 km du Cap de Bonne-Espérance au Mont des Béatitudes. En plus, il y avait la poésie des mots qui nous emportaient. C'était marcher de l'homme-singe à l'homme-dieu, d'une certaine façon, parce que dans le rift, arrive à la fin du rift, cette émergence d'un phénomène que l'on célébrait en 2001. On célébrait quoi? 2000 ans de quoi? D'histoire chinoise? Non. 2000 ans d'une histoire qui a pris ses racines en Terre Sainte, en Palestine, au Mont des Béatitudes. C'est là que ça a commencé. Donc c'était amusant de marcher de Lucie à Jésus, d'une certaine façon. Alors, on ne dit plus maintenant, figurez-vous, 2001, après Jésus-Christ. Maintenant, c'est banni. Ça a été enlevé maintenant de tous les musées. On dit 2000 ans de la nouvelle ère. Alors, vous imaginez ça? D'accord, 2000 ans de la nouvelle ère chrétienne. De la nouvelle ère chrétienne. En tout cas, derrière tout cela, il y a cette capacité, derrière le voyage, capacité quoi? À croire, à profiter du carpe diem, on peut dire ça comme ça. À apprendre pour comprendre. Donc nous, on était des éponges en fait, on partait sans aucun a priori, on avait un petit peu quelques notions en paléoanthropologie en Afrique. Et à Madagascar, en fait, quand on est parti, on ne savait rien du pays. J'avais pas lu d'ouvrages coloniaux, post-coloniaux, néo je sais pas quoi. On était vierge de toute influence extérieure. On a appris le pays, un petit peu parfois à notre corps défendant, où on a eu des déconvenues dès le début. On a mis 5 mois à partir de Tana, parce qu'on a compris que c'était compliqué, que c'était un pays, une culture très subtile, très complexe, beaucoup plus asiatique qu'africaine, qui ne se révèle pas comme ça, comment dirais-je, il faut se mettre dans un état d'esprit particulier de réceptivité, très asiatique en fait, d'accueil de ce qui arrive, plutôt que d'essayer de forcer la compréhension. Donc on s'y met au diapason de ce pays, le pays du mour-amour, du lentement, et ça a été merveilleux. Enfin, si on y est resté 4 ans, c'est qu'on y a trouvé un intérêt profond.
Et j'imagine, en vous écoutant, en tous les cas, que vous êtes comme un artiste devant un tableau avec des petites touches successives. C'est un peu ça, c'est quasiment une œuvre d'art, votre voyage, non? C'est amusant, il y a des lecteurs qui me disent ça, qui nous écrivent « Vous êtes un artiste du voyage ». Parce qu'effectivement, on conçoit nos voyages comme des œuvres d'art. Cette charrette, je l'ai faite avec amour pendant 5 mois, je l'ai fabriquée de mes mains. Ce véhicule qui nous a transportés à Madagascar, grâce auquel on voulait s'inculturer, un petit peu s'approprier une part de la culture des paysans malgaches qui vivent avec ces charrettes, qui se transportent avec ces charrettes. Alors pour les comprendre leurs problématiques de vie, d'existence, essayer de leur ressembler, ne pas être qu'un observateur extérieur, un toubab, un vasa, c'est comme ça qu'on appelle les visiteurs étrangers là-bas, un vasa, qui serait en voiture et qui forcément passerait trop vite. Et puis il y aurait toujours besoin d'essence et a besoin de dormir quelque part. Là, dans notre charrette, on vivait comme des paysans malgaches et c'était merveilleux parce qu'on a partagé des moments extraordinaires avec des charretiers, avec des bouviers qui étaient en transhumance, avec des zébus comme nous et ils étaient fascinés de voir qu'on leur ressemblait finalement. Oui, alors justement, vous expliquez très bien dans votre livre comment à la fois vous avez construit votre charrette, ce qui n'a pas été très facile. Vous pouvez peut-être nous en dire un mot? Alors, concrètement, il y a des charrettes, on peut les acheter à Madagascar, hein, ça vaut assez cher, ça vaut 3 millions d'ariars, enfin, je ne sais plus combien ça fait en euros, mais elles étaient trop lourdes, elles se seraient ensablées, envasées, tankées sur les côtes. Et donc, il a fallu faire une charrette plus légère, plus souple, plus véloce, plus agile, là encore, avec des suspensions, parce que sur les côtes, les malgaches, les charrettes ont des côtes, des suspensions avec des pneus. Alors, j'ai fait une sorte de charrette métisse avec des grandes roues mernes. Les mernes, c'est l'ethnie des hautes terres, qui ont des charrettes, des roues avec 1,20 m de diamètre qui sont magnifiques. Mais je leur ai mis un bandage de pneus de 20 cm pour qu'elles puissent aller sur le sable. J'ai fait des suspensions pour qu'elles puissent justement absorber les chocs, les cailloux sur les côtes, qu'il n'y a pas sur les terres. Également un panneau solaire au-dessus. Ah bah oui, alors on a mis un toit pour que les enfants puissent être à l'abri soit du soleil, soit de la pluie, soit des foules. Parfois, il y avait 2000 personnes autour de nous. Les enfants devenaient un peu agoraphobes. Ils pouvaient se réfugier dans la charrette. Zip, on fermait la capote. Ouais. Et une œuvre d'art peinte sur les côtés. Hein. Ah bah alors, à chaque fois, il fallait que cette charrette soit une œuvre d'art évolutive. Dans toutes les grandes villes qui ont jalonné notre parcours, on demandait à un artiste malgache de faire un cartouche sur les flancs de cette charrette, de peindre une scène que l'on imaginait ensemble. Et lui, il a réalisé avec sa sensibilité. Et donc, voilà, des malgaches ont participé à la beauté de cette charrette, qui était moderne. C'est une charrette de l'espace parce qu'elle avait ce panneau solaire pour recharger tout notre matériel vidéotechnique, nos caméras, ordinateurs, drones, etc. Pour chauffer notre riz aussi, on avait un rice cooker, un cuiseur électrique qui marchait sur batterie. Bon, on pouvait faire du feu aussi, enfin on avait le choix quoi. Et ils adoraient notre charrette. C'était le premier sujet de conversation, c'était « Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux vos zébus, ils viennent de tel endroit, c'est telle race, c'est tel type de zébu. Votre charrette, elle est magnifique, montrez-nous les options, elle est incroyable, on n'a jamais vu ça. » Et donc ça crée le rapport déjà sous de bons auspices. Oui, alors les zébus sont extrêmement convoités là-bas sur place et vous avez eu affaire notamment à des voleurs de zébus. Pour raconter ça dans le livre, vous avez eu une peur bleue à un moment donné quand même. Hein. Les Malgaches des Hautes-Terres vivent dans la peur. Ils se claquemurent tous les soirs dans leur ferme, ils vivent dans la peur sans cesse de se faire voler leurs zébus. Donc là, il se trouvait qu'on a ressenti la même peur qu'eux, puisque nos zébus, le soir, on ne pouvait pas les claquemurer dans des granges. Ils étaient dans la campagne avec nous, et on avait été repérés, donc on était vraiment une proie facile. Et donc on a vu des Dahals, on est tombé dans des embuscades de Dahals 2 fois, enfin une 3e fois aussi, c'était pas tout à fait une embuscade. Et là, il faut négocier avec eux. Ils voient que ce sont des zébus de travail, qu'on n'en a pas d'autres. Et là, il faut rentrer dans le jeu de la culture. Quand vous parlez la langue, ça vous aide et vous dites, mais vous discutez avec votre voleur et vous dites, mais tu n'as pas le droit de voler ces zébus-là. Il est très surpris, il dit, mais pourquoi? Parce que ce sont des zébus de travail. Nous savons que c'est tabou dans votre culture de voler les zébus de travail. Ceux qui ont une marque derrière la bosse, parce qu'ils ont travaillé soit dans les champs, soit dans les rizières à tirer une herse, ou soit à tirer une charrette. Parce que c'est fade, c'est tabou de voler les zébus de travail. Vous avez le droit de voler les zébus capital, les zébus d'épargne. Ceux qu'on a dans un champ et que vous revendez pour un mariage, une célébration, une noce, un enterrement, etc. Ça, c'est le zébu capital. Celui-là, c'est comme un crack boursier, on a le droit de le voler. Il faut le garder. Si vous ne le gardez pas, vous êtes coupable de ne pas l'avoir gardé, donc on vous l'a volé, le voleur a le droit.
C'est extraordinaire, ça c'est dans la culture locale. Et donc nous, on est là à discuter philosophie du commerce avec votre voleur. Il dit, vous n'avez pas le droit de voler ces ébus parce qu'en plus, vous allez être dans un pétrin épouvantable. Nous, on va mourir ici, sans ébus, la charrette, etc. Donc il va vous être reproché de nous avoir volé nos ébus de travail. Donc vous n'avez pas le droit de le faire. Il y a des mecs qui sont morts de rire. Oui, c'est ça, vous avez pris un contre-rebours. Et Ah bah c'est oui. par le rire, finalement, que vous avez réussi à obtenir une certaine forme de relâche Clémence. de leur part, de Et puis clémence, les ouais. enfants étaient aussi des enfants. Qu'est-ce qu'ils font là? Les Malgaches ont un immense respect, un profond. Donc, un garçon et une fille. Ah bah oui. Hein, C'était magique. Ils voient jamais d'enfants Vasa. Ouais. Les touristes qui vont là-bas, ça coûte assez cher d'aller à Madagascar, c'est compliqué, il faut aller loin, il faut louer des voitures. Peu de gens prennent le risque d'y aller avec leurs enfants, donc les Malgaches voient très peu de petits Vasas. Et donc là, de nos petits Vasas mignons dans la charrette, et ça fendait le cœur de tout le monde, et les gens étaient vraiment contents. Il y a tellement d'enfants, c'est un peuple enfant, avec plein d'enfants partout à Madagascar, donc nos enfants interagissaient avec les autres enfants, et ça, tout de suite, ça créait des liens merveilleux. Ouais. Alors, il y a aussi une histoire, une anecdote que vous racontez à propos de la mort des ébus. Hein. Là-bas, vous avez vu vos enfants, les ébus morts, et les habitants du village les manger. Et donc, pour vous, ça a été vraiment, ça vous a vraiment mué le cœur. Hein. Surtout le cœur de nos enfants, parce que nous, on est réalistes, on sait que les ébus sont pas éternels. Un de nos ébus s'est noyé, c'est un malheur. En malgache, on dit Ampalaye Loubé. Un malheur est arrivé, un grand malheur est arrivé, et on ne cherche jamais la responsabilité, parce que si on trouve la responsabilité, on trouve un coupable. Et donc, ça demande réparation. Et ça devient compliqué. Donc voilà, on est fataliste. Un malheur est arrivé, eh bien on remplace le zébu. Et il se trouve que la personne qui était responsable s'est sentie un petit peu coupable et nous a remplacé le zébu gratuitement. Et je lui ai dit, écoute, c'est très gentil, c'est merveilleux, mais je vais t'embaucher pour venir conduire nos zébus avec nous, comme ça tu auras une rétribution. Et donc ce gardien de zébus, qui avait causé la perte de notre zébu, est devenu notre bouvier et notre accompagnateur, et qui nous a accompagnés sur 300 km qui suivaient. Et ça a été une rétribution en salaire. Alors, beaucoup d'émotions également, vous parliez des ébus, mais encore plus, bien sûr, avec cette jeune fille hein, à qui est dédié le livre. Une jeune fille qui est morte quasiment sous vos yeux, sous les yeux de vos enfants, et ce qui vous a beaucoup marqué comme scène. Alors évidemment, il y a la mortalité infantile en brousse est très difficile, très importante à Madagascar, surtout en période cyclonique ou en période de kéré, de sécheresse. Alors c'est un pays à la fois béni des dieux et qui a des fléaux annuels que sont les cyclones, trop d'eau, et le kéré, la sécheresse, pas assez d'eau. Et entre les deux, les populations s'adaptent, ils ont une résilience incroyable, un courage incroyable, mais la marge, la variable d'ajustement, c'est les enfants, évidemment, c'est la fragilité des enfants. Et cette petite Thésa, elle avait que 9 mois, mais elle avait un corps de 3 mois, presque de naissance. Elle pesait 2,4 kg, donc elle était très dénutrie, en fait parce que sa mère était morte, déjà empoisonnée. Et c'était la grand-mère qui l'avait récupérée. Donc elle partait avec peu de chance dans la vie, cette petite fille. Et on participait à une mission médicale Armada le long du fleuve Tsiribine, qui revient toutes les 5 semaines, qui soigne les gens dans 3 villages. C'est quelque chose d'extraordinaire, qui est une association qui a été créée par un ancien commando marine qui s'appelle Christian Gros, et qui marche très bien. C'est des gens qui ont déjà plus de 300 000 consultations à leur compte. C'est juste hallucinant. Dans des régions où il n'y a plus du tout de services de santé opérationnels, ou complètement désadministrés. Et donc, les gens viennent, ont pris l'habitude de venir sur le passage de ce bateau qui passe le long du fleuve et qui s'arrête dans les villages toutes les 5 semaines, et apportent les enfants dénutris, les hommes blessés, les gens malades, de la brousse. Et donc là, c'est une misère noire que l'on voit sortir de cette brousse, évidemment des pathologies qui n'existent même plus dans nos livres, donc c'est des choses incroyables. Et donc ces médecins français qui prennent sur leur temps de vacances pour se dévouer à cette misère, nous, ça nous bluffe évidemment. On a été bouleversés. On apprend à aimer les Français hors de France. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'en voyant tout ça, finalement, on se rend compte que les Français ont un cœur quand même énorme. Incroyable. Énorme, vous savez, Alors vous avez levé des fonds du reste voilà. Pour certaines associations sur place. Tout de suite. Du fundraising en quelque sorte, et vous avez réussi à magasiner près de 300 000 euros, je crois. Oui, c'est ça 300 000 euros pour 33 projets, donc une moyenne de 10 000 euros par projet, venant de poches de Français, évidemment. C'est des Français qui ont été généreux, qui ont contribué, ou les Malgaches de France. C'est incroyable de donner de l'argent à distance, sans retour sur investissement. C'est-à-dire que nous, on était dans notre charrette. Gratuit. Oui. Et vous receviez l'argent. Alors, c'était via des plateformes de crowdfunding. Nous, on était dans notre charrette, on avait notre ordinateur, notre clé 3G. Paradoxalement, dans un pays où pas grand-chose ne fonctionne en brousse,
Quand vous allez à Tana, c'est une ville presque occidentale où tout marche. Il y a des pauvres, mais ça marche très bien. À Madagascar, il y a vraiment plusieurs Madagascar, en fait. Mais nous, on était dans le Madagascar de brousse, enclavé, loin de la prospérité. Il y a des endroits très prospères à Madagascar. Et des gens très riches. Avec un caractère assez ancestral, mais très authentique. Oui. À la fois. Alors là, ces gens-là ont besoin de tout. Et donc, avec notre clé 3G, grâce au réseau téléphonique qui est un petit peu partout, c'est un des paradoxes de ce pays, on pouvait faire ce crowdfunding relayé sur Facebook, etc. Et les gens participaient. Alors, on a commencé par d'ailleurs un programme de renutrition sur la Tchiribine pour la mission Armada suivante, 5 semaines plus tard. On a trouvé 2000 € pour apporter du Kuba Aina, qui est une pâte nutritionnelle pour les enfants dénutris. On a levé aussi, on a trouvé 20 000 € pour une bonne sœur qui a construit un dispensaire à Bérev, sur la Tchiribine, pour assurer l'intérim entre les missions Armada, refaire les pansements, administrer les médicaments, ces choses-là. On a trouvé, enfin voilà, comme ça a été de 2000 € en 2000 €, et à la fin, ça a fait cette pelote qui a été partagée. Puisqu'on est sur les chiffres, vous avez parcouru 5000 km, on pensait le défi impossible. On vous a dit au départ, vous ne réussirez pas à le faire, ce parcours-là. Ah, Timeti. En malgache, c'est ah, Timeti. Ah, Timeti. C'est-à-dire, ça n'est pas possible. Voilà, et pourtant, promesse de l'inconnu, et puis rêve à la clé, et notamment pour vos enfants. Qu'est-ce qu'ils en gardent véritablement encore aujourd'hui comme souvenir de ce voyage ? Que tout est possible. Et ce sont des poussins, et la devise de la famille, c'est « impossible n'est pas poussin ». Alors, c'est devenu, j'espère, leur devise. Ils ont vu que on nous disait tous les jours que c'était pas possible, et pourtant, on traversait des fleuves en faisant flotter notre charrette, en la faisant tracter par des pirogues, en lui mettant une voile avec 2 vergues, quand il y avait du vent qui soufflait dans le bon sens. On a refait des ponts. Et à un moment, sur une section du parcours, il y avait une centaine de ponts, dont 40 étaient détruits. On les a reconstruits pour faire passer la charrette. Alors, comment on fait pour reconstruire un pont ? On descend dans la rivière, chercher les bouts de bois qui constituaient ce pont comme un mikado qui a été emporté par un cyclone. On reprend ces bouts de bois et comme les schtroumpfs courageux ou les lutins de la fable, on remonte le mikado, le pont est prêt et on repasse la charrette. Voilà, on a refait 40 ponts comme ça sur la péninsule de Maswal. Il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions. Ça, c'est une leçon de vie, effectivement, pour vos enfants également. Vous avez, vous, quand même, un 6e sens. C'est de prévoir et de sentir le danger, de le percevoir, en tous les cas, ça vous le dites, dans Africa Trek. Vous dites que vous avez ce don, en fait, pour repérer là où il ne faut pas aller. C'est presque animal, je dirais. C'est un instinct. En fait, quand on vit dehors, c'est Stevenson qui dit ce mot, il dit dehors guérit. Vous êtes malade, vous avez un problème, sortez. Vous allez guérir. C'est d'actualité, ça, aujourd'hui, non ? Je crois. Il faut aller au soleil, il faut se vitaminer. Il ne faut pas se confiner. Non, il faut respirer, il faut s'oxygéner, il faut être heureux. Il ne faut pas déprimer, il ne faut pas s'enfermer. Dans le cadre de la loi, on a le droit de sortir, donc il faut sortir. Dehors guérit. Eh bien, quand on vit dehors, on développe, chaque humain redéveloppe un sens qu'on avait en nous quand on était chasseur-cueilleur, et que le danger était partout, et qu'on était des proies, et qu'on pouvait se faire boulotter, et que les ennemis n'étaient pas... Non, mais il y a 200 ans, vous ne pouviez pas aller à Boulogne. Il y avait 3 coupes-gorges et 5 tire-laines en chemin, entre Paris et Boulogne. Et la forêt de Fausse-Repose, enfin, tout autour de Paris, ça n'était que coupe-gorge et tire-laine. Donc, nos aïeux avaient ce 6e sens. Les paysans, les chasseurs ont ce sens-là. Donc, nous, on le retrouve très vite quand on vit dehors. Pendant 3 ans, 4 ans, on retrouve ces choses-là. Donc ça se développe. Oui, c'est de la prudence. C'est un sens de la prudence. Ouais. On voit le danger, on l'anticipe, on le sent, on ne sait pas l'expliquer. Mais on se dit stop, attention, il y a des signaux. On écoute les gens. Et c'est pour ça que dans votre livre, à un moment donné, vous racontez l'histoire de votre fils que vous avez perdu à un moment donné. Et malgré tout, vous avez réussi à contenir un peu cette crainte que vous aviez de ne pas le retrouver, parce qu'il y avait vraiment un risque. Il était parti, évanoui dans la nature, dans une foule, sans savoir où il est. 2000 personnes autour de nous et l'enfant disparaît. On se dit, on se fait des films évidemment. Et ça dure un quart d'heure, une demi-heure, et puis on n'a pas envie de crier, on n'a pas envie de faire un scandale. Où est-il, etc. Puis vous l'appelez, et il n'est pas là. Ah, l'angoisse. Et puis, en fait, il avait pris les devants, il avait fait le Boy Scout, il avait ouvert le chemin, et il était à l'arrivée. Et quand on est arrivé à destination, l'enfant était là. Donc comme quoi, il ne faut pas s'inquiéter. Alors de ce kaléidoscope d'images, de couleurs, d'odeurs que nous offre l'Afrique et que vous connaissez particulièrement bien pour avoir sillonné donc l'Afrique à pied, là en roulotte, s'il y avait, je dirais, 2 images que vous avez là en tête immédiatement, sans réfléchir, ce seraient lesquelles ?
Oh, l'accueil d'une femme africaine le soir à 17h, elle n'a qu'une case, elle est en train de pilonner, elle nous voit passer, elle nous dit viens dans sa langue et raconte-nous qu'est-ce que tu fais, où tu vas, d'où tu viens et tu ne peux pas continuer ce soir, tu dors là et on va partager l'ordinaire. Ça c'est quelque chose d'ineffable, c'est quelque chose de merveilleux, c'était pas prévu et voilà c'est ce que j'appelle le sauveur du soir. On partait tous les matins en quête du sauveur du soir. Et à chaque fois, c'est comme une ordalie. Et le sauveur du soir manque, pour ainsi dire, jamais à l'appel. Et ça, c'est magique. Ça vous rend vivant. Vous êtes vivant et vous êtes heureux. C'est la providence, la notion de providence. Ah oui, la providence, c'est ce qui pourvoit. Donc là, voilà, ce soir encore, quand on se contente de peu et qu'on s'en remet entre les mains de la providence, la providence pourvoit. Alors, en même temps, parfois elle manque à l'appel, tant mieux. Ça n'en sera que meilleur le lendemain. Parce que derrière tout ça, on imagine bien, on conçoit, on comprend. Il y a d'abord chez vous vraiment une quête de sens, on l'a dit tout à l'heure, mais il y a aussi une quête spirituelle qui vous nourrit au quotidien. Vous savez, Lénine disait tout est politique. Boire un verre, c'est politique. Moi, je dis tout est spirituel. Vivre, c'est spirituel. On n'est pas un corps de chair et de sang, on est beaucoup plus que ça. Et donc, toute sa vie, on essaie de répondre à ces questions. Quelle que soit la nature, quelle que soit la culture, on cherche tous des réponses. L'homme est intrinsèquement curieux. Il cherche des réponses à cette crise que nous vivons actuellement. Tout le monde cherche des réponses. Vous cherchez des réponses à cette crise. Et vous êtes courageux de le faire. La plupart des gens ont leur curiosité amoindrie et ne se posent plus de questions. Et je crois qu'il faut réveiller la curiosité et le sens du questionnement, le doute. Oui, donc le plus grand doute, il est existentiel. Qu'est-ce qu'on fait là sur Terre ? Il est religieux, il est spirituel. Et vous disiez, en marge de l'émission, aujourd'hui, on est tous complotistes parce que justement, on manque de cohérence dans ce qu'on nous dit. Forcément, on n'a pas la maîtrise de la totalité. C'est compliqué de trouver cette cohérence. Alors, bien malin celui qui aura une vision globale de ce Covid et de cette crise planétaire. C'est très difficile, c'est très complexe. Je prétends pas du tout mais chacun doit chercher, évidemment, à comprendre avec les éléments qu'il a à sa disposition, les informations officielles ou non officielles. Alors, vous disiez aussi, en marge de cette émission, que le paludisme, que vous avez bien connu en Afrique, qui est un véritable fléau là-bas sur place, décime, comme le choléra, une partie de la population, existe réellement et donc avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer et connaître. En revanche, aujourd'hui, la Covid, pour vous, c'est de la gnognotte. Est-ce que c'est pas un peu fort comme terme ? Si, évidemment. Ça tue. Donc, c'est pas vraiment de la gnognotte. La grippe, c'est pas de la gnognotte. Toute pathologie... mais ça se soigne. Je crois que ça se soigne. Il y a des façons d'anticiper le fait de ne pas l'avoir et de l'avoir moins gravement. Donc, moi, je m'y emploie au quotidien avec ma famille, avec mes proches, pour ne pas tomber malade, évidemment. Et notamment à travers la santé préventive, puisque oui. C'était un axe de réflexion que vous avez vraiment aujourd'hui, à travers une des plantes que vous avez découvert là-bas sur place, et qui vient, je crois, de Chine, c'est l'artémisia, et cette plante, donc, qui fait des miracles aujourd'hui, dans la prévention. On a vécu 3 ans en brousse, en Afrique tout seul, 4 ans à Madagascar, dans un monde impaludé, loin des médecins, loin des hôpitaux. Donc on apprend à se soigner soi-même, et à prévenir tout ça. Donc on a vécu... Là, à Madagascar, on ne peut pas prendre, par exemple, le médicament, si demain vous allez en Afrique, qui va vous être prescrit par votre médecin contre le paludisme, ça va être la Malarone. Mais la Malarone, on n'a pas le droit de le prendre plus de 3 mois. La Malarone, ça marche très bien. Mais nous, on est parti pour 4 ans, donc on ne va pas prendre de Malarone. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va pas pouvoir se protéger tout le temps des moustiques. Donc on trouve d'autres stratégies. Et nous, on s'est prémunis du paludisme avec cette plante chinoise qui s'appelle l'Artémisia annua, en la prenant en tisane, en infusion. Et nous sommes des cobayes, des preuves vivantes que cela fonctionne, puisqu'en 4 ans, en vivant dans des territoires impaludés, avec des gens qui ont le palu, dans les mêmes conditions qu'eux, on n'a pas fait une seule crise de palu, parce qu'on buvait sans cesse cette... Alors, je n'ai pas la prétention d'être un échantillon représentatif ni scientifique, c'est juste sa valeur de preuve et de témoignage. Et puis moi, je l'ai fait, même pas pour prouver tout ça, je l'ai fait juste pour survivre. Et donc, et tout à l'avenant, c'est par prudence qu'on fait ça. Donc l'artémisia, oui, ça marche contre le palu, ça marche contre plein d'autres choses aussi. C'est très efficace contre la bilharziose, et bon, alors c'est aux chercheurs de chercher et de prouver tout ça. Nous, on est juste des cobayes, on est des poussins cobayes. Mais vous avez réussi en tous les cas aujourd'hui à maîtriser un certain nombre de choses, et notamment la médecine, parce que vous êtes auto-médiqué systématiquement. On n'a pas le choix. Où vous étiez. Tsimis safidia, en malgache, il n'y a pas le choix. Quand il n'y a pas de structure médicale, je me suis cassé la main. Parce que je me suis battu avec un de mes ébus qui m'a cassé la main. Eh bien, j'ai vécu 10 jours avec cette main cassée. Alors, je me suis soigné tant comme j'ai pu, jusqu'au jour où j'ai pu me faire évacuer sanitaire vers La Réunion, où j'ai été opéré.
Mais pendant 10 jours, je me suis demandé si je l'avais cassée ou pas. Je n'étais pas sûr. Elle gonflait, et je pouvais plus trop m'en servir. Donc voilà, on a eu des choses incroyables. J'ai eu la leishmaniose, j'ai eu une rickettsiose, qui est une variété de leishmaniose qu'on attrape avec les tiques. C'est des choses. Je suis pas médecin, j'ai pas le Vidal dans ma charrette. Donc il a fallu aussi. Votre fille aussi dans les pieds. On a eu des blessures, on a eu des plaies, des staphylocoques, on avait des vers qui nous pondaient dans les pieds, les paras. C'est les œufs de puce, là, c'est des puces chics, c'est terrible. C'est le prix à payer, ça. En tout cas, extraordinaire voyage là, que vous nous avez offert à travers cette émission de Défi de la vérité. Être libre, c'est respecter le choix qu'on s'est fixé. Disait Kant, c'est le vôtre aussi. Oui, alors c'est exigeant. Hein. Cette petite phrase, elle est exigeante. Ça demande beaucoup de routine, ça beaucoup d'exigences, beaucoup d'ascèse. C'est pas bohème ce que l'on fait. C'est pas je pars et je me laisse aller avec le vent. Et c'est très exigeant. Il faut se lever très tôt le matin, 4h45, et on marche 10 heures par jour. C'est épreuve après épreuve. C'est plutôt comme un jeu vidéo dont il faut franchir les tableaux sans cesse et éviter le game over. Donc il y a un côté ludique, il y a un côté aventure qui vous sent ressentir pleinement vivant et libre. C'est ça qui est extraordinaire. Moi, c'est quelque chose qui me manque dans la vie routinière que je peux avoir en ville. Alors effectivement, le désir d'ailleurs va pas tarder à poindre. Mais quand j'aurai fini et accompli la mission que je me suis fixée de raconter ces histoires, donc là il y a les 1000 premiers kilomètres dans ce livre. La première année, il me reste 3 ans et 4000 kilomètres à décrire et ça va m'occuper pendant 1 an, je crois, au moins. Ah ouais, c'est en tout cas extraordinaire. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau, nous livrer vos impressions de voyage, vos impressions de liberté. C'est la vraie vie, quelque part, que vous avez là, que vous nous offrez. C'est pas cette vie par procuration, c'est pas cette vie à travers des écrans. C'est la vraie vie, vivre au rythme de la nature. Vous le dites très bien du reste dans votre livre. Hein. On se lève très tôt le matin parce qu'il faut en profiter un maximum avant le coucher du soleil, où là, tout est terminé. C'est vrai, c'est la vie que j'ai choisie. Et il se trouve que j'ai trouvé une femme remarquable qui a choisi la même. Et alors, il nous reste 2 minutes. On va en parler de votre femme. On va en parler de votre femme, Sonia. Sonia, donc... elle est admirable. Elle est merveilleuse. Elle se plaint pas. Elle est heureuse. C'est pas moi qui l'entraîne dans cette galère. On y va tous les deux de conserve et de concert. Et on regarde tous les deux dans la même direction. C'est la définition de l'amour de Saint-Exupéry. C'est pas se regarder dans Chien de faïence. Ça dure pas très longtemps. Ça dure 3 ans, je crois. Regarder dans la même direction, construire ensemble. L'amour-passion dure 3 ans, mais là, vous entretenez la passion à travers cet amour et à travers ces voyages. Moi, je l'aime encore plus qu'au premier jour. Donc la passion est décuplée, au contraire. Plus on chemine. Et j'espère vieillir avec elle longtemps. Ouais. Et avec ces projets que l'on a et cette vie partagée, on s'est construit des souvenirs aussi. Qu'on ne veut pas oublier, qu'on n'oubliera jamais. Et on s'est construit des enfants en marchant, en voyage. Philae a été conçu pendant Africa Trek. Ulysse a été conçu dans un pèlerinage à Rome. Donc voilà, nos enfants ont fait partie de cette aventure. Maintenant, ils vont voler de leurs propres ailes. C'était vraiment un chemin initiatique. On ne voulait pas se priver des 4 ou 5 premières années de leur vie d'ouverture au monde. On voulait faire ça avec eux. Développer leur curiosité, etc. Je crois qu'ils ont les outils maintenant. Ils sont très différents. L'une est plutôt artiste, l'autre est plutôt scientifique, ardue, les métaux, la physique, mécanique, quantique, des matériaux, tout ça. Et Philae, plus artiste. Alors ils vont voler de leurs propres ailes maintenant. Et ce qui est génial derrière tout ça, c'est le courage que vous avez pu avoir. Parce que, je veux dire, c'est facile, ça paraît facile pour les téléspectateurs, que j'invite du reste à réagir par rapport à cette émission. On va livrer, bien sûr, tous vos commentaires à notre ami Alexandre Poussin et à sa femme Sonia. Ils ne manqueront pas de les lire et de vous répondre. Vous pouvez donc acheter leur livre, Mada Trek. Vous voyez ici avec cette formidable... photos ici en couverture, et notamment, ce ne sont pas des baobabs. Si, c'est des baobabs. Voilà, les baobabs. Ils s'appellent Grand Didieri. Moi qui ai vécu au Sénégal, je les connais, ces arbres-là. Et donc, je parlais de cette notion de courage, on termine par là, parce qu'il faut le faire, quoi. Il faut avoir, excusez-moi l'expression, mais les couilles de le faire. C'est facile de le dire. Il y a beaucoup dans les dîners un peu parisiens, disons, qui vont dire « ouais, on va voyager » et tout ça, mais vous avez décidé de le faire et de se lancer dans cette aventure, ce qui n'est pas réservé quand même à tout le monde. Je crois que c'est une capacité de sacrifice, le courage. On sacrifie beaucoup de choses et la finalité, c'est ça. On a fait le tour, on a rencontré plein de gens, essayé de comprendre des choses de cette culture et de ce pays. On a essayé de lui apporter ce qu'on a pu, aider,
relayer et lever ces fonds pour des gens encore plus courageux que nous, qui sont toujours là-bas, qui sont toujours en train de soigner des lépreux, qui sont toujours en train de soigner des handicapés, qui sont toujours en train de soigner et nourrir des enfants des rues, qui sont toujours là. Donc on l'a fait pour eux comme des passeurs. On est un peu des ambassadeurs de tous ces gens, de ces 33 projets. Des Donc passeurs d'espoir. Oui, on s'en sent toujours d'ailleurs redevable. On est toujours très liés avec eux. On lève toujours des fonds. Là, on vient de lever 40 000 € pour un projet, pour une mission qui s'occupe d'handicapés dans le sud-est de Madagascar. On est toujours très liés avec ce pays. Il y a un dicton malgache qui dit « Qui a bu l'eau du Mangarès ?» comme « Qui a bu l'eau du Nil ?» Qui a bu l'eau du Mangarès reviendra sans cesse à Madagascar. Je crois que voilà, le Mangarès coule dans nos veines maintenant. Qui a bu le zébu soif. Merci beaucoup Alexandre Poussin d'être venu participer à cette émission. Madatrek, donc son livre, que je vous invite bien entendu à vous procurer dès maintenant, à dévorer et à le livrer en famille, car il faut vraiment le lire, ce livre. Merci beaucoup, c'est un honneur, à la prochaine. Je ne répéterai pas ça à nos téléspectateurs, mais en tout cas, le cœur y est. À très bientôt, au revoir.